Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 de la formation Je construis mon portefeuille. Aujourd'hui, la direction à prendre, c'est celle de l'analyse fondamentale. On va enfin explorer un petit peu les entrailles de l'entreprise avec son compte de résultat, son bilan et son tableau de flux de trésorerie. Ces différents documents s'appellent les éléments financiers d'une entreprise et on peut trouver des éléments financiers de plusieurs types en fonction de la cible à laquelle ils s'adressent. Vous vous doutez bien qu'un comptable interne à la société n'utilisera pas les mêmes documents que ceux qui sont mis à disposition des investisseurs qui sont souvent simplifiés. Le fait est qu'une entreprise, qu'elle soit cotée ou non, va avoir recours à la lecture et l'analyse de ces différents éléments financiers. Et ça dans le but d'être certain que son développement se déroule à merveille et que sa santé financière est bonne. Cependant, la petite différence pour les entreprises cotées va être que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, va exiger de leur part certains de ces documents. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est bon pour l'actionnaire, pour l'investisseur, la société se doit d'être transparente. Mais ne vous leurrez pas, ces éléments financiers peuvent constituer un excellent outil de communication pour ces entreprises dans le but de valoriser leurs actions. Pour l'investisseur, ces documents sont primordiaux puisqu'ils vont lui permettre de réaliser des comparaisons d'entreprise à entreprise et donc de l'aider dans sa décision d'investissement. Ces trois éléments financiers dont on parle depuis le début, on va donc les analyser un par un. Mais avant de commencer, sachez déjà que chaque chiffre qui est inclus dans ces différents documents ne signifie absolument rien s'il n'est pas analysé de la bonne manière. Alors c'est facile à dire puisqu'on n'a pas encore abordé le sujet, mais analyser de la bonne manière, ça signifie déjà que chacun de ces chiffres ne peut pas être étudié seul, indépendamment des autres. Ils fonctionnent ensemble et d'ailleurs il va falloir les comparer d'année en année et d'entreprise à entreprise. Un chiffre d'affaires par exemple, un résultat net, une marge, un actif, ça ne signifie absolument rien encore une fois quand il est étudié seul. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que vous ne pouvez pas tirer de conclusion à partir d'un seul chiffre qui serait présenté dans un média. Dans le dernier épisode, on s'est arrêté sur la plateforme Zone Bourse. D'ailleurs, je le rappelle, on a vu comment connaître le secteur dans lequel une entreprise est enregistrée. Cela est disponible dans l'onglet Société. Et bien sachez que cet outil va bien vous servir pour aller rechercher les autres compagnies auxquelles vous allez comparer les comptes de résultats, les bilans et les tableaux de flux de trésorerie. Aujourd'hui, on va détailler une à une les lignes de ces éléments financiers simplifiés. Pourquoi simplifier? Parce qu'il faudrait faire des études de comptabilité de manière approfondie et ne pas faire seulement 2 heures de vidéo pour bien comprendre tous ces concepts. Cependant, je vais essayer d'être le plus clair possible et faire en sorte qu'à la fin, vous soyez capable de mener un semblant d'analyse fondamentale. Concernant les supports sur lesquels on s'appuie pour l'analyse fondamentale, il en existe des tonnes, mais pour cet épisode, on va se concentrer sur les sources dont je me sers. Il s'agit principalement de Zone Bourse et de Morningstar, mais on regardera un petit peu du côté de Yahoo Finance et de Reuters. Enfin, j'aimerais aussi que vous compreniez qu'il n'existe pas meilleur endroit que le site internet de l'entreprise elle-même pour trouver ces documents et de manière bien détaillée. Allez, c'est parti, on démarre avec le compte de résultat. Alors voilà une entreprise pendant son cycle d'exploitation, elle se retrouve à devoir financer plusieurs choses. Il peut s'agir des matières premières nécessaires pour créer un produit, de la masse salariale pour vendre un service ou encore des équipements pour transformer justement ces matières premières en un produit final, de l'énergie, des loyers. Et donc pour être certaine de pouvoir financer toutes ces choses-là, une entreprise doit générer des revenus supérieurs et créer une marge. Cette marge va lui permettre de dégager des bénéfices avec lesquels elle va pouvoir rémunérer les personnes qui ont investi dans l'entreprise ou bien investir en elle-même et continuer de se développer, de s'étendre. Et bien le compte de résultat, il va reprendre ces différentes notions et les classer pour qu'on puisse voir quel est le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat net, le résultat financier, le résultat exceptionnel d'une entreprise et enfin pouvoir calculer ses marges et l'argent qui va être disponible pour être distribué. On a dit donc qu'on allait s'appuyer sur Morningstar. Pour se rendre sur Morningstar, rien de plus simple, vous allez sur Google ou sur votre explorateur, vous tapez morningstar.fr et puis en haut à gauche, dans la petite boîte de saisie,
vous saisissez justement le nom de l'entreprise qui vous intéresse, celle dont vous avez entendu parler. Admettons que je vais aller regarder les résultats de Airbus. Eh bien, il me suffit de taper Airbus et encore une fois, je choisis Euronext puisque c'est le marché européen dans lequel cette entreprise est cotée. Si vous regardiez par exemple Apple, il faudrait vérifier que vous avez bien sur la droite en grisé le Nasdaq. Je clique et je tombe sur la page de Airbus, il y a plein d'onglets qui sont disponibles, cours, graphique, finance, ratio clé, etc. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être l'onglet finance, et puis on va voir aussi l'onglet ratio clé. Le fait est qu'on va dans l'onglet finance. Dans cet onglet finance, il y a 4 sous-menus, le compte des résultats, le bilan, le cash flow et les versements de dividendes. On va commencer par le compte des résultats, puis ensuite on va aller vers le bilan, vers le cash flow. Le compte de résultats, le voici. Alors ce que j'aime bien sur Morningstar, c'est qu'il est vraiment aéré, bien présenté et en plus il est disponible sur 5 ans. Sachez déjà que 5 ans, c'est pas forcément suffisant pour faire une bonne analyse fondamentale. Généralement, on va aller chercher des données jusqu'à 10 ans où on peut vraiment dégager une tendance et parfois trouver des événements qui pourraient se reproduire sur les années futures et qui, sur une échelle seulement de 5 ans, ne se seraient pas produits et ne nous mettraient pas la puce à l'oreille. Dans la construction du compte de résultat, on retrouve tout en haut le chiffre d'affaires. Vous le voyez ici, je le surligne. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement la somme de tous les produits et les services vendus par l'entreprise. Si vous gériez un café, il s'agirait alors de toutes les boissons, de tous les gâteaux que vous avez vendus sur l'exercice, c'est-à-dire sur 1 an. Seulement déjà dans son interprétation, on rencontre un problème. Pourquoi ? Le chiffre d'affaires, on le répète, c'est tout simplement le nombre d'unités vendues fois le prix unitaire. Et donc on a 2 facteurs, et le prix et le volume. Il est possible, si le chiffre d'affaires vient à évoluer, qu'il s'agisse d'un effet volume ou d'un effet prix, c'est-à-dire que l'entreprise vend plus ou que l'entreprise vend plus cher. Et là, on commence déjà à toucher du doigt le fait que analyser seul un chiffre ne veut rien dire et sachez que c'est que le début. Dans ces grosses entreprises, le chiffre d'affaires, il faut y faire très attention. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit de groupes d'entreprises. Et il est possible qu'une entreprise vienne à rajouter à son groupe une autre qu'elle aurait rachetée. À ce moment-là, évidemment, son chiffre d'affaires va gonfler. Pour être certain de voir si l'activité d'une entreprise, du groupe, a augmenté, il va falloir regarder les chiffres d'affaires à périmètre comparable. Alors ces chiffres d'affaires à périmètre comparable, ils seront tout le temps disponibles justement dans les documents de l'entreprise en question. De cette façon, même si le groupe d'entreprises s'étend et acquiert une nouvelle activité, on va pouvoir dissocier la croissance de ces dernières et voir si par rapport à ce qu'on analysait dans les années précédentes, on a vraiment un secteur qui s'est développé ou non. D'ailleurs, si ce chiffre d'affaires évolue, on ne peut pas connaître son détail qu'avec le compte de résultat. Admettons ici qu'on regarde la société Airbus, son chiffre d'affaires évolue, mais on ne sait pas si c'est parce qu'elle a vendu plus d'A320 Neo ou si c'est parce qu'elle a vendu plus d'A380, bien qu'elle en ait arrêté la production. Le fait est que ce que je veux vous dire ici, c'est que quand on a une entreprise qui est diversifiée en activité, il va falloir aller regarder dans d'autres documents quelle est la croissance des ventes dans ces activités une à une. Un exemple plus parlant serait celui de l'entreprise LVMH. Elle est active dans les vins et les spiritueux, mais aussi dans la mode. Et pour connaître l'expansion de l'activité des vins et spiritueux spécifiquement, il va falloir aller regarder soit sur Zone Bourse, soit sur LVMH directement. Enfin, pour en terminer avec le chiffre d'affaires, sachez que les entreprises font leur compte dans une certaine devise et pourtant, elles peuvent vendre des produits dans une autre devise. Et donc, il va falloir un moment qu'elles convertissent son argent pour pouvoir faire ses comptes. Et à ce moment-là, il va y avoir évidemment la valeur de la paire de devises concernée qui va jouer un grand rôle. Prenons le cas de Airbus qui vend des A320 par exemple en Amérique, elle va les vendre en dollars et si elle fait ses comptes en euros, si l'euro se renforce sur une année, il est possible qu'en vendant le même nombre d'avions, son chiffre d'affaires soit plus important. Il va falloir donc faire attention à regarder le chiffre d'affaires à taux de change constant pour être certain que c'est vraiment l'activité qui a augmenté et que l'entreprise a véritablement vendu plus d'avions.
Ensuite, en deuxième ligne, on trouve le coût des recettes. Alors c'est vrai que j'ai oublié de mentionner, ce compte de résultat est en millions d'euros. Donc le chiffre d'affaires, par exemple, en 2019 de la compagnie Airbus est de 70 478 millions d'euros, c'est-à-dire 70,5 milliards d'euros environ. Le coût des recettes, lui, il représente tout simplement les produits intermédiaires et les matières premières que l'entreprise va acheter pour créer ses produits. Alors le coût des recettes ne prend pas en compte, si vous voulez, les dépenses pour transformer les produits intermédiaires en produit final, mais simplement le montant que l'entreprise va dépenser pour acheter les matières premières. Finalement, avec ces deux premières lignes, on va déjà pouvoir faire pas mal de choses. Premièrement, regardez l'évolution, la tendance sur X années. On va faire attention à ce que le chiffre d'affaires présente un taux de croissance annuel supérieur au PIB du pays dans lequel cette entreprise se situe. On va aussi faire attention à la régularité de ce taux de croissance. On ne veut pas d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui évolue trop différemment d'une année sur l'autre. On va aussi vérifier que pour une entreprise qui est déjà développée, qui n'est plus forcément en phase de croissance exponentielle, que ce taux de croissance soit raisonnable, puisque ça va être très difficile qu'une entreprise maintienne un taux de croissance supérieur par exemple à 20%. Alors investir dans une entreprise qui prend de plus en plus de parts de marché et qui présente un taux de croissance aussi élevé, c'est bien, mais il faut être certain qu'elle réussisse à maintenir ce cap, puisque les investisseurs vont être d'autant plus exigeants que le taux de croissance est élevé, et donc il faut faire attention à ne pas être déçu. Encore une fois, je préférerais toujours placer mon argent dans une entreprise qui présente un profil régulier qu'une entreprise qui est en train d'exploser à la hausse sans fondement et sans être sûr que dans 5 ans, elle arrive toujours à maîtriser et à conquérir ce marché. Le coût des recettes, quant à lui, permet de déduire quelque chose d'assez intéressant, c'est l'efficacité d'achat de l'entreprise. Puisqu'il s'agit des dépenses pour acheter les matières premières et les produits intermédiaires, on va voir si l'activité de l'entreprise se développe, à quel rythme se développe aussi le coût des recettes. Il faudrait idéalement que plus l'entreprise achète de produits, moins elle les paye cher. C'est donc très bien si un coût des recettes évolue de manière plus lente qu'un chiffre d'affaires. Cependant, et vous le verrez dans le bilan, une entreprise, et surtout une entreprise qui vend des produits et pas des services, présente un stock. Et ce stock, il existe un stock initial en début d'année et un stock final. S'il a diminué, ça veut dire qu'on a pioché dedans. Et donc, évidemment, sur l'exercice suivant, le coût des recettes sera forcément plus élevé pour pouvoir recréer ce stock. Donc en fait, le coût des recettes et le stock sont intimement liés. Pourtant, il s'agit d'un élément du compte de résultats et d'un élément du bilan. Enfin, lorsque l'on retranche au chiffre d'affaires ce coût des recettes, on obtient le résultat brut d'exploitation, ici dans la première ligne grisée, qui est d'une valeur de 10,5 milliards d'euros pour l'année 2019 concernant Airbus. À partir de ce résultat brut d'exploitation, il va désormais falloir retrancher toutes les dépenses qui ont permis de transformer les produits intermédiaires en produit final. On appelle cela les charges d'exploitation, mais on distinguera tout le temps dans ces charges les charges qui sont fixes des charges qui sont variables. Alors pourquoi on fait ça? Pour pouvoir comprendre quelles sont les dépenses qui dépendent du volume de vente de celles qui n'en dépendent pas. Exemple concret, vous gérez un café, le loyer que vous allez payer tous les mois, vous allez devoir le payer même si vous ne vendez pas de boisson. Par contre, au niveau des pailles ou au niveau de la touillette, du sucre, du gobelet, etc. Tout ça, ça va être variable et ça va dépendre du volume de vente. Cependant, dans les comptes de résultats, on ne retrouve pas cette catégorisation. La catégorisation dans le compte de résultats, elle est bien différente. Et d'ailleurs, dans les comptes de résultats que vous serez amené à lire, elle est extrêmement simplifiée. On retrouve rarement plus de 3-4 lignes détaillées. Cependant, sachez que dans le livre Débuter en bourse que je fais afficher maintenant à l'écran, entre les pages 221 et 228, vous retrouverez en détail ces différentes charges d'exploitation. On retrouve donc les salaires, les charges sociales, la recherche et développement, les charges externes. Et en page justement 228, comme je le disais, vous retrouvez un tableau récapitulatif. Alors, encore une fois, elles n'y sont pas toutes. On pourrait retrouver d'autres charges d'exploitation. Il n'y a pas, par exemple, tout ce qui concerne l'énergie dépensée, on ne le voit pas apparaître. Mais il en existe plein.
Comprenez tout simplement qu'il s'agit de toutes les dépenses nécessaires pour faire tourner l'entreprise. Si on revient sur le compte de résultat de la société d'Airbus au niveau des charges d'exploitation, la première ligne que l'on voit, c'est justement la R&D, la recherche et développement. C'est un groupe industriel, donc on se doute qu'ils dépensent énormément d'argent là-dedans, justement, sur leurs ingénieurs, sur leurs chercheurs, pour qu'ils réussissent à trouver de nouveaux produits, de nouveaux brevets qui vont permettre d'être compétitifs sur le marché. On sait aussi que la recherche et développement est financée en grande partie par les crédits d'impôt recherche qui sont en fait des subventions de l'État. Donc savoir qu'une entreprise met beaucoup d'argent là-dedans, c'est bien puisque ça signifie aussi qu'elle va recevoir beaucoup d'aides. Alors en dessous de la ligne recherche et développement, on retrouve vente générale et administratif et alors là c'est un petit peu leur fourre-tout concernant les charges d'exploitation. Ils vont regrouper toutes celles qu'on a précisées juste avant et qui sont dans le livre Débuter en bourse. Alors déjà ce que vous devez remarquer ou plutôt qui doit vous sauter aux yeux, même si on n'est pas réellement en train de faire une analyse approfondie du compte de résultat, c'est qu'en 2019, au niveau des ventes générales et administratives, Airbus a dépensé plus de 6 milliards d'euros, alors que juste avant, en 2018, on n'était que sur 2,4 milliards. Donc 6 milliards, c'est presque 2 fois et demi plus que 2,5 milliards. Et puis même les années précédentes, 2015, 2016, 2017, on est plus proche de 2018 que de 2019. Donc on se doute qu'il y a un petit peu anguille sous roche. Même si le chiffre d'affaires, lui, a augmenté quand même de manière considérable entre 2018 et 2019, ça n'a absolument rien à voir avec cette augmentation qui est proche de 2 fois et demi plus. En tout cas, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche et il va falloir aller fouiller plus loin et c'est à ça que sert l'analyse des éléments financiers, c'est pouvoir détecter ce genre de problème et lui associer une raison pour qu'on puisse comprendre si cela va impacter les futures années ou non. Du coup, on se retrouve avec un coût des recettes qui conduit au résultat brut d'exploitation auquel on va soustraire l'ensemble des charges d'exploitation et on va obtenir le résultat d'exploitation. Alors, on fait attention, résultat brut d'exploitation et résultat d'exploitation, c'est donc deux choses différentes. Et d'ailleurs, ces derniers vont nous permettre de calculer la marge brute et la marge d'exploitation, qui sont vraiment deux choses complètement différentes. Vous vous doutez bien que la marge brute, qui est le résultat brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires, va être bien plus importante que la marge d'exploitation, qui est le résultat d'exploitation sur ce chiffre d'affaires. Et alors ce que vous remarquez, c'est que malgré le fait qu'on ait un résultat brut d'exploitation bien supérieur en 2019 par rapport aux années précédentes, eh ben on a un résultat d'exploitation, lui, qui est inférieur à 2018, même inférieur à 2015 et 2017. Donc on se doute que l'activité s'est étendue, puisque le chiffre d'affaires, lui, a augmenté. Ça vient pas de nulle part. Il faut forcément que Airbus ait vendu plus d'avions. Cependant, dans ces charges, on remarque qu'il y a une ligne en question, vente générale et administrative, qui a explosé. C'est elle qui est responsable finalement de cette diminution du résultat d'exploitation. Mais encore une fois, ces chiffres ne suffisent pas pour connaître la raison réelle. Et en fait, si vous cherchez un petit peu plus sur Internet, et d'ailleurs c'est votre rôle, vous allez remarquer que Airbus en 2019 a pris une amende colossale pour corruption. Alors je ne connais pas tout à fait la législation concernant les amendes, mais il semblerait que cette dernière ait pu être rentrée dans le compte des résultats en tant que charge. Et ça, c'est plutôt intéressant pour l'entreprise puisqu'elle va venir diminuer son résultat imposable. Dans tous les cas, l'amende, elle aurait dû la payer et mieux vaut qu'elle la paye à partir de son résultat brut d'exploitation plutôt que son résultat net. Diminuer son résultat imposable, c'est toujours agréable et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, dans vente générale et administratif, on va retrouver les amortissements. Et les amortissements, qu'est-ce que c'est ? Quand une entreprise achète un bien, un actif, que ce soit un équipement ou même de l'immobilier, elle va pouvoir amortir ce dernier sur un nombre d'années réglementé qui dépend du bien en question. Amortir, ça veut dire mettre chaque année de l'argent de côté pour être certain que quand l'actif en question ne fonctionne plus et qu'il faut en changer, on ait l'argent nécessaire pour en acheter un autre. Et en fait, l'amortissement, c'est un cadeau de la part de l'État pour les entreprises, puisque le montant que les entreprises mettent de côté chaque année, elles vont pouvoir le déduire au niveau de leurs résultats et donc encore une fois payer moins d'impôts. Cependant, il est intéressant de noter et de garder dans le coin de votre tête
que ces amortissements, ils restent finalement dans l'entreprise. Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas été dépensés. Donc, ils sont déduits au niveau du compte de résultat, mais ils sont toujours présents dans l'entreprise. Donc, si vous voulez calculer des ratios plus tard qui dépendent ou qui reposent sur l'argent que l'entreprise a réellement entre ses mains, eh bien, il va falloir venir rajouter les amortissements au résultat net, puisque dans le compte des résultats, ils ont été déduits alors que l'argent est toujours là. Dans la continuation de notre lecture du compte de résultat sur Morningstar, on voit le résultat hors exploitation. Alors en fait ici, il s'agit du résultat financier. Et puis ensuite, on va avoir le résultat courant avant impôt et enfin le résultat exceptionnel pour calculer le résultat net. Une entreprise, tout comme vous, elle investit et d'ailleurs elle a tout intérêt à le faire puisque ça lui permettra sur des années moins bonnes de percevoir des intérêts de ses investissements. Une entreprise, elle va aussi devoir payer des charges financières. C'est principalement les intérêts de ses emprunts. Et bien, c'est ici que ça va rentrer en compte. En fait, le résultat financier, ça va être tout simplement les intérêts financiers perçus, moins les charges financières. Et ça apparaîtra ici dans le résultat hors exploitation sur Morningstar. Ensuite, à partir du résultat d'exploitation et du résultat hors exploitation, on va pouvoir calculer tout simplement en les additionnant le résultat courant avant impôt de l'entreprise, c'est-à-dire le résultat imposable. C'est son évolution qui va vraiment traduire de manière extrêmement efficace la performance de la société d'une année sur l'autre et l'évolution justement de cette performance. Ensuite, on retrouve évidemment les charges d'impôt, mais attention, ce sont les charges d'impôt de l'année précédente puisqu'on paye l'impôt sur les sociétés de l'année N-1 à l'année N. Enfin, on va pouvoir ajouter le résultat exceptionnel pour obtenir le résultat net. Et alors, pourquoi ce résultat exceptionnel est mis à part? Tout simplement puisqu'il est constitué des revenus et des charges exceptionnelles qui sont censés ne pas se reproduire d'une année sur l'autre. Et donc, ne pas les compter avant, ça permet de lisser sur les années le résultat courant avant impôt et qui traduisent vraiment l'activité régulière de l'entreprise. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui peut être comptabilisé dans le résultat exceptionnel. Je vais vous donner quelques exemples. La cession d'une filiale, tout simplement, ça va rentrer en compte puisque ce n'est pas censé se reproduire l'année suivante. Et sachant que c'est vraiment généralement des gros montants qui sont encaissés par l'entreprise, on va les mettre dans cette catégorie-là. De la même façon, s'il y a une créance qui a été réglée alors qu'on pensait que cette dernière n'allait jamais être réglée, qu'elle était irrecouvrable, finalement on va la rentrer à ce moment-là dans le résultat exceptionnel. De la même façon, la destruction accidentelle de stock, les pénalités ou normalement les amendes doivent être comptabilisées là-dedans. Avec le résultat net, on fait plein de choses. En effet, c'est avec ce dernier que l'entreprise va pouvoir investir sur elle-même, mettre de l'argent en réserve pour les prochaines années ou alors payer ses actionnaires. Vous aurez remarqué que j'ai dit ou, mais en réalité, il peut s'agir de et, puisque l'entreprise peut faire les deux en fonction de ce qui a été voté en assemblée générale. En réalité, à partir de ce résultat net est calculé un taux de distribution exprimé en pourcents qui va en fait représenter le montant du résultat qui va être associé, dédié au versement de dividendes pour les actionnaires. Ce taux de distribution, il est généralement situé entre 40 et 60%, il peut être inférieur ou supérieur évidemment, mais on va considérer une entreprise comme étant une entreprise saine et raisonnable si le taux de distribution est situé autour des 40-50%. Mais pour une entreprise en pleine croissance, parfois il vaut mieux avoir un taux de distribution très faible pour pouvoir continuer d'investir et continuer de grossir. De la même façon, sur une entreprise en croissance, on aura très souvent un résultat net dont le taux de croissance sera supérieur à 10, 15 et même parfois 20%. Le fait est que grâce au taux de distribution, l'entreprise va pouvoir lisser ses versements de dividendes. Je m'explique. L'entreprise n'est en rien garantie de pouvoir réaliser un résultat net similaire l'année prochaine. On l'espère, on espère d'ailleurs que ce dernier augmentera, mais rien n'est certain. Donc ce qu'elle va faire, c'est que même sur une année bonne, elle va venir verser le même montant de dividendes en diminuant son taux de distribution. Et ça lui permettra quoi? De ne pas contrarier, décevoir ses actionnaires dans le cas où elle ferait une année avec un résultat net plus faible. Puisque sur une telle année, elle se permettra, si possible avec l'accord des actionnaires, de remonter son taux de distribution.
Et souvent, suivant le profil des actionnaires, ça va souvent dans un sens plus facile que dans un autre. Grâce à ce bénéfice net ou résultat net, on va aussi pouvoir calculer le bénéfice net par action. Il n'y a rien de plus simple pour le calcul, il suffit de prendre le résultat net et de le diviser par le nombre d'actions en lequel est divisée l'entreprise. Et ce bénéfice net par action représente ce à quoi peut prétendre un actionnaire sur une année grâce à son investissement dans une action. Et cela par le biais du versement de dividendes ou de valorisation du titre, puisque l'entreprise peut, avec le résultat net, soit verser les dividendes et ou réinvestir dans ses capitaux propres. On en a terminé avec la présentation du compte de résultat, mais sachez que les éléments présents dans ce document vont permettre de calculer plein de ratios et d'ailleurs vont nous permettre de calculer les marges dont on a parlé déjà précédemment. Les marges, il en existe 3, la marge nette, la marge d'exploitation et la marge brute. Vous l'aurez compris, il s'agit de ratios à chaque fois, c'est-à-dire d'un quotient, c'est le résultat net sur le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires ou le résultat brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Et ces marges, elles servent à quoi? La marge nette, elle représente tout simplement ce que l'entreprise a réussi à générer par rapport à son chiffre d'affaires et donc à la totalité de ses ventes. Et vous vous doutez bien que suivant le secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue, ces marges peuvent être complètement différentes. Dans le luxe, par exemple, on va vendre des produits beaucoup plus chers que ceux qui nous ont coûté. Cependant, attention, il va y avoir d'énormes dépenses marketing, beaucoup plus en tout cas sûrement que chez Airbus. Mais on va quand même, grâce aux marges, distinguer les secteurs d'activité des uns des autres. Ces marges, elles vont aussi permettre au sein d'un même secteur d'activité de mesurer la compétitivité d'une entreprise par rapport à un concurrent. On se doute bien que les marges de Airbus et de Boeing sont proches, mais sont tout de même bien différentes. De ce fait, on va pouvoir conclure de marges élevées qu'une entreprise peut jouer beaucoup plus facilement avec ses prix, puisque ça signifie que sa politique de coût est bonne et que ça lui coûte moins cher de produire un chiffre d'affaires. Elle peut par exemple, pourquoi pas, diminuer le prix de ses produits pour en vendre plus ou pour conquérir une autre cible de marché. L'entreprise concurrente, quant à elle, qui va avoir des marges plus faibles, elle va avoir évidemment beaucoup moins de marge de main-d'œuvre. Pour revenir au sectoriel et donner des exemples concrets, vous le savez sûrement, mais dans le secteur de la grande distribution, on va avoir des marges nettes très faibles, d'environ 3-4% grand maximum. Et là, on comprend tout à fait pourquoi une entreprise doit être déjà immense pour pouvoir réellement générer des revenus, puisque les marges sont faibles. Donc ça va être extrêmement difficile pour un nouveau business de se positionner sur un marché où les marges sont faibles. Puisqu'en termes de volume de vente, il va falloir qu'elle arrive directement sur le marché avec quelque chose de conséquent pour réaliser un résultat net qui va lui permettre de se développer et de payer ses actionnaires. Bref, vous l'aurez compris, tout ça, ça se réfléchit, on ne peut pas aller plus en détail, on va désormais se concentrer sur le bilan. On se retrouve donc sur le bilan de Airbus. Alors commençons par définir qu'est-ce que c'est que le bilan. Il s'agit en fait d'une photographie à un instant T du patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Finalement, le particulier, il fonctionne comme une entreprise et d'ailleurs, vous, chaque année, vous pourriez faire votre propre compte de résultat, votre bilan et votre tableau de trésorerie. D'ailleurs, votre bilan ressemblerait grandement à votre patrimoine. Le bilan est séparé en deux grandes parties. Les actifs, qui sont en fait les possessions, et le passif, qui permettent de financer l'actif. Le passif, en détail, il permet de comprendre comment justement ces biens ont été achetés et si l'entreprise les a achetés à crédit, on enregistre ce qu'elle doit. Ces deux colonnes sont logiquement parfaitement équilibrées, donc dès qu'il y a un euro qui rentre d'un côté, il faut forcément qu'il soit comptabilisé dans l'autre. Ce bilan, à quoi il sert? C'est ce dernier qui va permettre vraiment de diagnostiquer la santé financière de l'entreprise. Une banque et tout autre établissement qui veut financer une entreprise va forcément un jour ou l'autre regarder son bilan, et son bilan pas uniquement sur une année, mais l'évolution de ce dernier sur plusieurs, pour aussi comprendre la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment grâce au bilan qu'on va comprendre la stratégie de financement de l'entreprise. Quelle est la proportion de ses capitaux propres, la proportion de ses dettes bancaires et la proportion de ses dettes d'exploitation. On va aussi pouvoir faire la mesure du niveau de trésorerie ou des autres actifs d'une entreprise vis-à-vis des éléments du passif dont on vient de parler.
En fait, ces chiffres vont nous permettre de créer des ratios qui traduisent directement la santé de l'entreprise, sa solvabilité et sa liquidité. Sachez que la solvabilité, c'est en fait la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes sur le long terme, tandis que la liquidité, c'est en quelque sorte la solvabilité de court terme. On parlera plutôt du remboursement des dettes qui sont sur moins d'un an dans un cycle d'exploitation. Comme pour le compte de résultat, après la présentation ligne par ligne du bilan, on fera quelques précisions concernant d'ailleurs le fonds de roulement et le taux d'endettement, puis le levier financier. On est donc ici sur le bilan de Airbus. On a dit que le bilan était divisé en deux grandes parties, l'actif et le passif. Sur Morningstar, on retrouve l'actif jusqu'ici, jusqu'à la ligne grisée totale de l'actif, et puis ensuite le passif jusqu'à la ligne totale du passif. Vous notez directement qu'il existe des sous-catégories d'actifs. On retrouve les actifs circulants et les actifs non circulants, non courants ou fixes. Alors encore une fois, au sein de chacune de ces catégories, il existe encore des sous-catégories qui sont représentées par chacune des lignes, mais on retiendra principalement que pour les actifs fixes, on retrouve les biens corporels, les biens incorporels et les biens financiers. Si vous réfléchissez déjà et que vous utilisez un petit peu votre bon sens, vous savez de quoi il s'agit. On est dans les actifs, donc dans les possessions de l'entreprise. On est ensuite dans les actifs fixes. Les actifs fixes, c'est en fait ceux qui sont présents dans l'entreprise sur le long terme et qui vont permettre à cette dernière de générer du cash tout au long de son existence. Les actifs circulants, quant à eux, bien qu'ils permettent aussi à l'entreprise de générer du cash, ils le permettent sur un cycle d'exploitation, c'est-à-dire un exercice. Donc en quelque sorte, ils vont disparaître puis réapparaître et faire des rotations de cette façon. Vous comprenez immédiatement pourquoi les stocks sont comptabilisés comme des actifs circulants. Pour les créances clients, c'est la même chose, mais peut-être va-t-il falloir que je répète un petit peu de quoi il s'agit, puisque pas tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de créance. Une créance, ça veut tout simplement dire que quelqu'un vous doit de l'argent. Concrètement, ça signifie que vous avez autorisé un de vos clients à vous payer plus tard. Ce laps de temps, il est extrêmement intéressant pour une entreprise. Lui permettre de payer plus tard, ça lui permet de dépenser l'argent maintenant pour autre chose et aller plus vite. Revenons désormais à nos moutons. On parlait de la catégorisation des différents actifs au sein du bilan. On a vu qu'il existait les actifs fixes et les actifs circulants. Je faisais appel à votre bon sens pour déterminer de quoi étaient composés les actifs corporels et les actifs incorporels au sein des actifs fixes. En fait, il s'agit simplement des biens qui sont palpables, que l'on peut toucher, et des biens qui ne le sont pas. De ce fait, le matériel, les équipements, l'immobilier d'une entreprise va être catégorisé au sein des actifs fixes dans les biens corporels. Au contraire, les logos, les brevets ou les licences que l'on ne peut pas toucher vont eux être dans les biens incorporels. Enfin, dans les actifs, on va retrouver une catégorie dédiée aux disponibilités de cash de l'entreprise, c'est-à-dire sa trésorerie. Allez, maintenant que j'ai détaillé ça, on va pouvoir regarder plus en détail sur l'ordinateur. Dans la façon dont Morningstar présente ses bilans, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut réduire les lignes sous leur catégorie. Par exemple, au niveau des liquidités, les disponibilités dont on a parlé, je peux les ranger et puis les ouvrir. On retrouve à l'intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, la trésorerie, mais aussi les placements à court terme, qui sont des placements financiers qui permettent à l'entreprise de gagner des intérêts, mais dont on peut se séparer à tout moment pour récupérer le cash. D'ailleurs, quelque chose de très important que je n'ai pas encore mentionné dans la construction d'un bilan, c'est son organisation par liquidité croissante. Donc en fait, la trésorerie, elle est placée en haut de bilan parce qu'elle est extrêmement liquide. Au contraire, les actifs fixes comme l'immobilier par exemple, on s'en sépare un petit peu plus difficilement. Au moins, on met un laps de temps plus important avant de les vendre et de récupérer du cash. C'est pour ça qu'on les retrouve en bas de tableau. On verra ensuite que pour le passif, c'est pareil. On retrouvera les dettes à long terme en bas et les dettes à court terme en haut. Continuons donc notre exploration. Au niveau des chiffres, du montant plutôt des éléments financiers, pour l'instant on ne peut pas faire grand chose. On ne peut pas interpréter, tirer de conclusion.
Savoir que la trésorerie de Airbus en 2019, au moment de la photographie entre guillemets du bilan, généralement, c'est-à-dire en fin d'exercice comptable, est de 9,3 milliards d'euros, ben, ça ne nous avance pas à grand-chose. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être comparer ce montant au résultat net pour voir entre guillemets ce que l'entreprise a de disponible vis-à-vis de ce qu'elle produit chaque année. Mais encore une fois, le résultat net ne représente pas forcément très bien ce que l'entreprise a réellement généré sur un exercice. On retrouve donc ensuite une petite somme, le total de trésorerie, qui reprend simplement les placements à court terme additionnés au cash disponible. On retrouve ensuite dans les actifs circulants les créances clients dont on parlait tout à l'heure. Ben, ça signifie qu'il y a quand même des clients qui doivent pour un total de plus de 5,6 milliards d'euros à Airbus. Mais attention, on verra au passif que Airbus a aussi des dettes de court terme. Elle doit de l'argent à ses fournisseurs de la même façon que ses clients lui doivent de l'argent. La gestion d'ailleurs de ces créances joue un très grand rôle dans les fonds de roulement. Il faut être certain qu'il n'y ait pas de couac à un moment et que l'entreprise ne soit plus capable de recouvrir à une échéance qui arrive à son terme. Être en défaut de paiement, c'est extrêmement grave et les fournisseurs vont pas forcément accepter de continuer de travailler avec vous si vous l'êtes. Dans la continuité, on retrouve les stocks. Les stocks, on en a déjà parlé. Pour une entreprise, surtout une entreprise du secteur industriel, ils vont être extrêmement importants dans la part totale de l'actif. D'ailleurs, on remarque que le total de l'actif tout en bas est de 114 milliards et donc des stocks de 31 milliards en 2019, on voit clairement que c'est non négligeable. Et finalement, avoir des stocks, c'est présenter un risque très important puisqu'on n'est pas sûr de pouvoir vendre l'ensemble de ce que l'on a acheté. Donc moins une entreprise a de stock, mieux c'est quelque part. On a ensuite une catégorie autres actifs circulants, puisque bien évidemment il n'existe pas uniquement les créances clients et les stocks. Et puis de la même façon que pour le total de trésorerie, on retrouve une petite somme, le total des actifs circulants, c'est-à-dire encore une fois les possessions de l'entreprise à court terme pour un cycle d'exploitation. Ensuite, concernant les actifs fixes, on avait vu qu'il existait les biens corporels et les biens incorporels. Et bien ici, on parle d'immobilisation sur Morningstar, mais c'est la même chose. Il est donc intéressant de comparer la valeur des installations et des équipements à la valeur des brevets et des licences. Et d'ailleurs, surtout dans les entreprises industrielles ou technologiques, généralement, on va avoir des brevets qui valent vraiment de l'or grâce justement à la recherche et développement qui a été financée au niveau du compte de résultat. On comprend donc que si une entreprise veut en acquérir une autre, il va falloir qu'elle paye pour recevoir les actifs qu'elle possède et dans ces derniers, on a les brevets et les licences qui valent vraiment quelque chose de non négligeable. Ensuite, au niveau des actifs financiers, il s'agit de fonds et autres placements ici sur Morningstar. Il s'agit tout simplement des participations de cette entreprise dans une autre. Enfin, on est censé retomber sur nos pattes avec le total des actifs qui va être égal au total du passif. Je ne rentrerai pas plus dans les détails aujourd'hui puisque ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce qu'on a présenté va nous permettre de calculer les ratios que l'on verra dans un prochain épisode. Désormais, si je range les lignes d'actifs sur Morningstar et que je laisse apparaître le passif, on va pouvoir un petit peu détailler les différentes lignes. De la même façon, on retrouve cette organisation en fonction de la liquidité croissante, ascendante. On retrouve donc logiquement le passif courant en haut. Ce passif courant ou circulant, de la même façon que les actifs circulants ont pour vocation d'être transformés en cash dans l'exercice, on espère pouvoir rembourser ces dettes de court terme durant le cycle d'exploitation. On retrouve donc les dettes fournisseurs en opposition aux créances clients dont on a parlé tout à l'heure et on peut remarquer dès maintenant, si on redéroule l'actif, que l'on a des dettes fournisseurs de 14 milliards par exemple en 2019, bien supérieures aux créances clients. Donc on voit là que Airbus demande à ses fournisseurs beaucoup plus de marge de manœuvre que elle en autorise à ses clients. Et ça, il ne faut pas forcément l'interpréter comme un signe de puissance, bien au contraire, ça peut être quelque chose de négatif pour l'entreprise. Généralement, on va d'ailleurs vérifier que les actifs circulants sont toujours supérieurs aux passifs circulants. Cependant, dans le passif circulant, on ne retrouve pas
que les dettes fournisseurs. On retrouve aussi les impôts à payer. C'est ici qu'ils sont enregistrés au niveau du bilan. On va retrouver les dettes courantes ou circulantes, c'est-à-dire inférieures à 12 mois. On peut par exemple avoir des obligations dont la maturité arrive dans les 12 prochains mois. Enfin, il existe aussi d'autres passifs circulants, mais alors là, ils ne sont pas allés dans le détail sur Morningstar. Ils ont tout simplement une ligne autres passifs courants. Il faudra vous rendre sur le bilan de l'entreprise, sur le site de l'entreprise pour avoir le détail. Mais on pourrait par exemple parler des cotisations sociales et fiscales, c'est-à-dire les retraites complémentaires, le financement de Pôle emploi ou encore les cotisations territoriales. Et aussi, par exemple, les découverts bancaires. Les découverts bancaires, il va falloir les payer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et bien, c'est ici qu'on va ranger tout ça dans le passif circulant. Retenez simplement que c'est ce qu'il va falloir payer rapidement. Vous comprenez désormais peut-être un peu mieux pourquoi le résultat net est si petit vis-à-vis d'un chiffre d'affaires au vu de tout ce qu'il faut payer pour que la société fonctionne. Dans la continuité, on retrouve le passif non circulant, symétriquement à la construction de l'actif. On y retrouve ici donc les dettes à long terme, qu'elles soient bancaires ou obligataires. Alors encore une fois, je précise, pour les obligations, il s'agit des coupons qui seront versés dans les années prochaines, puisque les coupons versés dans les 12 prochains mois sont plutôt dans les dettes à court terme. Enfin, tout en bas dans le passif, on retrouve les capitaux propres. Et alors on comprend, sachant que les colonnes actifs et passifs sont égales, sont équilibrées, que si on vend l'ensemble des possessions de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des actifs, et qu'on rembourse toutes les dettes, qu'elles soient à court terme ou à long terme, on est censé retomber sur les capitaux propres. On se doute alors que les capitaux propres reflètent assez correctement la valeur réelle de l'entreprise, mais ce n'est pas si simple. Il existe du goodwill, c'est-à-dire un prix que les investisseurs, que les gens en général sont prêts à payer pour acquérir quelque chose qui vaut un autre prix. Et en fait, ce goodwill, il est assez difficile à évaluer et c'est ce dernier qui va faire la différence entre la valeur économique de l'entreprise et ses capitaux propres. À ce propos, on l'a vu avec le compte de résultat, l'entreprise peut, avec le résultat net, faire gonfler son bilan et donc c'est à cet endroit-là que les reports à nouveau, c'est-à-dire les bénéfices non répartis, vont être rangés. Et donc, en regardant le bilan d'une année sur l'autre, on peut voir si l'entreprise a plutôt pioché dans ses bénéfices non répartis ou a plutôt rajouté de l'argent. Pour en terminer avec le bilan, on va simplement spécifier concernant les primes liées au capital, qui représentent une part non négligeable des capitaux propres, qu'il s'agit en fait de l'excédent qui découle du fruit de la vente des actions lors d'une augmentation de capital par rapport à la valeur nominale d'une action. Bref, désormais vous en savez beaucoup plus sur la construction d'un bilan. Du moins, désormais, utilisez votre bon sens tout le temps. Faites appel à lui pour comprendre comment a évolué le patrimoine de l'entreprise et si c'est plutôt bon signe ou mauvais signe pour cette dernière. Il vous faut toujours être certain qu'une entreprise peut payer ses dettes, qu'elle peut mener à bien son prochain cycle d'exploitation et qu'elle maîtrise son taux d'endettement, c'est-à-dire tout simplement la proportion de ses dettes vis-à-vis de ses capitaux propres. Encore une fois, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver de votre côté dans le livre Débuter en bourse de manière vraiment plus détaillée. Aujourd'hui, c'est place à la pratique. D'ailleurs, en parlant de ça, il est temps de s'attaquer au tableau de flux de trésorerie. Attaquons-nous désormais au tableau de flux de trésorerie. C'est le dernier élément financier qui nous reste à présenter. On va essayer un petit peu de décortiquer sa construction. Il est divisé déjà en 3 grandes parties et on sait qu'on parle de flux, donc on sait forcément qu'il y a une entrée et une sortie, c'est-à-dire des encaissements d'argent et des décaissements. Finalement, il n'y a pas meilleur endroit que le TFT pour regarder l'argent véritablement généré sur un exercice par l'entreprise. D'ailleurs, quand vous faites un business plan prévisionnel, que vous montez une petite boîte avec des amis ou que vous vous lancez sur un projet et que vous voulez vérifier la rentabilité de ce dernier, c'est souvent le premier document que vous allez synthétiser. Quelque part, c'est celui qui nous parle le plus, mais tout seul, il ne nous indique pas grand-chose sur l'évolution de la performance de l'entreprise et sur sa santé financière. Retenez qu'il vous donne une information essentielle sur l'origine de l'argent.
D'ailleurs, dans sa construction, le tableau de flux de trésorerie, comme on le disait tout à l'heure, est divisé en 3 grosses parties. Le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation, le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement et le flux de trésorerie lié aux activités de financement. Enfin, en bas de tableau, on retrouve la variation nette de trésorerie qui est extrêmement intéressante et surtout très visuelle. Elle nous permet en un coup d'œil de voir si l'entreprise a augmenté ses fonds sur le cycle d'exploitation ou au contraire si elle a pioché dedans. La première partie du flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation, c'est-à-dire à l'activité interne de l'entreprise, finalement c'est celle qui va traduire au mieux les encaissements et les décaissements qui ne concernent pas ni les investissements ni les financements. On va donc avoir affaire à un chiffre qui représente parfaitement l'activité corps vraiment de l'entreprise et qui d'une année sur l'autre va varier, mais bien moins que les activités d'investissement ou de financement. De cette façon, on va retrouver toutes les dépenses qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et les revenus qui ont été générés. Les fonds de roulement, on en avait un petit peu parlé au moment de la présentation du bilan, mais on n'était pas rentré dans les détails. Il s'agit en fait de l'argent qui est nécessaire pour faire survivre entre guillemets l'entreprise pendant le laps de temps qui sépare la vente de ces produits de l'achat de toutes les matières premières et du paiement des personnes qui sont nécessaires pour justement vendre le produit. Si vous faites par exemple un stand de crêpes cet été, vous allez devoir acheter les œufs, la farine, la machine à crêpes, etc. Tout cela avant même de pouvoir commencer à vendre vos crêpes. Et donc les fonds de roulement, c'est l'argent qui est nécessaire à l'achat de toutes ces matières, de toutes ces ressources qui vont permettre d'effectuer une vente. Eh bien, la gestion de ces fonds de roulement pour une entreprise de grande taille, vous vous doutez bien que c'est extrêmement difficile et toute la mécanique repose justement dans ce laps de temps qui sépare les achats des ventes. D'ailleurs, d'une année sur l'autre, une entreprise peut faire varier son besoin en fonds de roulement. Si elle arrive à le diminuer, elle économise de l'argent et à ce moment-là, il faudra au niveau du tableau de flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation, rajouter cette différence. Donc vous, concrètement, dans la lecture du flux de trésorerie, la ligne qui vous intéresse, c'est celle-ci, celle qui est grisée. Vous devez analyser une tendance sur le flux de trésorerie généré justement par l'activité de l'entreprise. Ensuite, on l'a dit, une entreprise, elle a tout intérêt à investir son argent aussi. Et d'ailleurs, c'est au niveau du tableau de flux de trésorerie lié aux activités d'investissement qu'on retrouve ces dépenses. Cependant, il n'y a pas que des dépenses, il n'y a pas que des termes négatifs dans le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement. Certes, l'entreprise, il faut qu'elle achète des équipements, c'est-à-dire des biens corporels, etc. Mais il est aussi possible qu'elle fasse des ventes. Et ces ventes, elles sont aussi répertoriées dans cette catégorie. Et finalement, c'est la somme de tous ces encaissements et ces décaissements concernant les investissements qui conduisent à cette deuxième ligne grisée, les flux nets de trésorerie utilisés pour les investissements. Évidemment, chaque penny qui va être dépensé à ce niveau-là, il va rentrer en compte dans le bilan au niveau des actifs. Enfin, on retrouve dans un troisième temps le flux de trésorerie lié aux activités de financement. Là, l'objectif, ça va être de comprendre la politique de financement de l'entreprise sur l'année. De cette façon, on va retrouver dans cette catégorie les emprunts émis et aussi les emprunts évidemment remboursés. On va aussi retrouver le fruit de la vente d'actions nouvelles lors de l'augmentation de capital ou encore les comptes associés, c'est-à-dire l'argent qui a été versé par un des associés, mais ça c'est plutôt quelque chose que l'on remarque dans des petites entreprises. Enfin, on retrouve le versement de dividendes, puisque c'est vraiment une dépense financière de la part de l'entreprise. C'est ici qui va être catégorisé. De cette façon, on va pouvoir calculer donc la variation nette de trésorerie sur l'exercice, comme on la voit apparaître, et aussi le cash flow libre, c'est-à-dire vraiment le cash que l'entreprise possède pour faire des nouveaux investissements. Pour obtenir ce cash flow libre, il suffit de partir du bénéfice de l'entreprise, d'y ajouter ou d'y retrancher le besoin en fonds de roulement en fonction justement de sa variation dont on a parlé précédemment. Et ensuite, on va ajouter les amortissements qui étaient déduits, on l'avait vu au niveau du compte de résultat, mais qui sont toujours dans l'entreprise. Et enfin, soustraire les investissements que l'on retrouve dans le TFT.
Enfin, on peut utiliser une méthode un petit peu différente mais qui est censée conduire sur un résultat similaire pour calculer justement le flux de trésorerie disponible, le cash flow libre. Eh bien, on prend cette fois-ci le FTA, le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation, puisqu'il reprend vraiment en détail les encaissements et les décaissements qui sont liés à l'activité de l'entreprise. Et puis, on va y soustraire les investissements. De cette façon, on va retrouver donc le flux de trésorerie vraiment disponible, le cash flow libre. On devrait retomber sur nos pattes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais pas de panique. Dans un épisode dédié au ratio, on reviendra là-dessus et on stimulera ce qu'on a appris aujourd'hui et les différents éléments qui sont présents justement dans le compte de résultat, dans le bilan et dans le TFT. Pour conclure cet épisode, on va passer uniquement sur l'ordinateur. Je voulais vous présenter un petit peu quelques sources différentes. Alors comme on le disait en début de vidéo, Morningstar c'est un super support pour faire son analyse fondamentale. La présentation est assez propre, vous l'avez vu. Cependant parfois elle manque quand même de détails. En tout cas, c'est loin d'être la seule et unique plateforme intéressante. On retrouve par exemple Yahoo Finance avec ici le compte des résultats aussi de la société Airbus. Alors il est construit d'une façon vraiment similaire. Donc vous allez retrouver tous les termes qu'on a développés aujourd'hui. Ces termes-là, vous allez peut-être parfois avoir une ligne en plus, un détail en plus. Ici sur Yahoo Finance aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le mettre en anglais ou en français. Donc on peut comparer les traductions parce que parfois, pour les entreprises américaines, vous allez avoir du mal à retrouver ces documents en français. Le fait est qu'en plus de Yahoo Finance, donc que l'on voit là, qui est assez bien présenté. Peut-être cette présentation, vous pouvez préférer cette présentation. Le fait est qu'il en existe d'autres. Yahoo Finance, ici on est sur Reuters qui est aussi un très bon site de gestion de données financières. Cependant, au niveau de la présentation de leurs éléments financiers, ils sont peut-être un petit peu moins propre. Voilà, c'est un petit peu plus difficile de s'y retrouver. Aussi, j'aime pas trop le fait qu'on ait 2019 sur la gauche et 2015 sur la droite. J'aime bien avoir l'inverse. Mais vous voyez, ils ont un petit outil qui est assez sympa, le trend, qui permet, sans regarder les chiffres, de voir justement la tendance sur les 5 ans. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu les différentes choses pour qu'ensuite vous puissiez vous balader par vous-même et enfin vous approprier une plateforme qui sera désormais votre outil de référence. Enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement le site de l'entreprise en question. Si je me rends sur Safari ici et que je tape Airbus, je vais aller sur le site officiel de airbus.com et toujours vous allez retrouver voilà, un onglet peut-être investisseurs ou investors ou un truc similaire, actionnaire parfois, où vous allez retrouver justement les rapports financiers de l'entreprise et cela de façon super bien détaillée. Donc ici, je clique sur Financial Results et je tombe sur une page extrêmement complète avec tous les documents PDF, donc concernant ici 2020. Alors sachant que vous avez les tableaux de flux de trésorerie, les comptes de résultats, les bilans, les éléments financiers, mais vous avez aussi des conférences de presse, des communiqués, etc. Vous pouvez retrouver toutes sortes de documents officiels qui sont vraiment super intéressants et sous différents formats, audio, vidéo même parfois. Et de toute façon, leurs PDF généralement sont assez bien présentés, mais quand même bien plus fournis que les différentes plateformes qu'on a utilisées jusqu'à maintenant. Par exemple, si je me rends sur l'onglet 2019 ici et que je vais voilà à FY 2019, donc pour toute l'année 2019, je télécharge, admettons, la longue note. Donc voilà, je vais sur le PDF qui devrait s'ouvrir désormais. Et voilà les Financial Statements 2019. Alors là, sachant que j'ai choisi longue note, on a quand même quelque chose de ultra complet avec tous les détails si vous cherchez des détails. Cependant, il y a un petit truc en plus dans ces documents. Cependant, il y a quand même un petit truc en plus non négligeable dans ces documents, c'est l'analyse de la compagnie par la compagnie elle-même. Donc généralement, elle met des notes où elle établit un jugement sur ces différents chiffres. Et ça peut être extrêmement intéressant à lire. Donc c'est très fourni, voilà, généralement c'est en anglais, mais parfois il faut mettre les mains dans le cambouis. Et puis de toute façon, on se l'était dit en début de formation, votre portefeuille, il va être certes diversifié, mais normalement vous devriez avoir un nombre de lignes quand même raisonnable. Et donc le suivi de ces lignes-là ne va pas vous demander énormément de travail. Ça sert à rien d'aller lire
tous ces documents-là pour toutes les sociétés du CAC 40, hein, mais pour les 4, 5, 6 sociétés dans lesquelles vous avez investi, eh ben, c'est un document parfait pour faire un bon suivi. Si on revient sur le site et qu'on sélectionne cette fois-ci la short note, ben là on va avoir un document bien plus concis, bien plus digeste, avec par exemple ici ben, le Consolidated Financial Statement, donc c'est-à-dire le compte de résultats. Et on voit donc revenue, donc le chiffre d'affaires, etc. avec à la fin les mêmes données, hein, toujours loss profit for the period, c'est-à-dire le résultat net tout simplement. Et puis là, vous allez avoir plus ou moins de détails. Dans tous les cas, vous devriez sur les short notes retrouver des informations similaires cette fois-ci à ce que vous retrouvez sur Reuters, sur Zone Bourse, sur Morningstar, etc. Cependant, il est parfois possible d'avoir des présentations bien plus agréables si on se rend sur le site de LVMH, par exemple. C'est un très bon exemple, LVMH, puisqu'ils ont vraiment une communication extraordinaire envers leurs actionnaires principalement, et envers leurs clients aussi, hein. Donc vous allez dans l'onglet actionnaire individuel. Actionnaire individuel, c'est pour les particuliers, en fait, tout simplement, c'est des versions simplifiées. Vous allez par exemple sur le rapport annuel de 2019, vous cliquez sur En savoir plus, et là vous allez avoir une présentation digne d'un des plus grands designers, quoi, sous format e-book. On attend que ça s'ouvre. Et puis on va aller à la fin, parce que je le connais un petit peu, ce document. On revient 2 pages ou 3 pages en arrière, il me semble. Hop, hop. Donc là, vous avez, comme d'habitude, en plus des informations financières, toutes les informations concernant l'exercice 2019 dans sa globalité, avec un petit mot du président, avec le board de direction, la stratégie, est-ce que ça s'est bien passé ou pas bien passé, quels sont les secteurs qu'on a voulu développer, ceux qu'on a voulu abandonner. Et donc là, on se retrouve sur les indicateurs financiers. Alors, il y avait quelque chose dont je vous parlais la dernière fois. En début de vidéo. Voilà. Ici, vous voyez le détail des ventes. Et ce détail des ventes, il est extrêmement riche. Vous voyez, en fonction des activités, la croissance, le taux de croissance. Donc là, par exemple, sur les vins et spiritueux, la variation 2018-2019 est de plus 8%. Pour la mode et maroquinerie, plus 20%. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis, c'est présenté d'une manière super simplifiée. Si je dézoome, vous retrouvez ensuite les mêmes informations que sur un compte de résultat ou que sur un bilan. D'ailleurs, regardez cette petite présentation de bilan, comment elle est intéressante. On voit l'actif à gauche, le passif à droite, avec cette fois-ci uniquement des proportions. Donc, on le verra avec le calcul des ratios. Une présentation sous forme de proportions, comme ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'on va voir, par exemple, directement en un coup d'œil, ce que représentent les capitaux propres par rapport aux dettes long terme, c'est-à-dire aux passifs non courants. On va voir aussi la quantité de stock. On voit encore une fois que c'est non négligeable pour une activité, pour une entreprise, qui a une activité de vente de biens, tout simplement. Et puis les actifs non courants, etc. La trésorerie, sa proportion dans l'actif. Et puis enfin, tous les autres termes, tous les autres éléments d'un compte de résultat ou d'un tableau de trésorerie. Les investissements d'exploitation, ça c'est pour la trésorerie. Le résultat net part du groupe en haut à gauche, ça c'est pour justement le compte de résultat. Tous ces chiffres, désormais, vont beaucoup plus vous parler. Alors encore une fois, j'aimerais bien quand même insister sur la quantité d'informations qui doit vous satisfaire. Vous êtes là pour rechercher des tendances, des évolutions, analyser ça sur le long terme. Donc encore une fois, 3 ans, là, 2017 à 2019, ça ne suffit pas. Peut-être que l'entreprise présente ça parce qu'en 2016, il y avait une année un petit peu meilleure et que ça gâcherait leur présentation. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à aller voir. Il faut toujours fouiller un petit peu plus loin. Enfin, la dernière source, on en a déjà parlé dans le dernier épisode, mais vous allez sur Zone Bourse et vous tapez le nom de l'entreprise qui vous intéresse et vous allez cette fois-ci dans l'onglet Finance qu'on n'avait pas présenté, mais je vais le faire. Donc je tape Airbus ici, voilà, je sélectionne et je vais dans l'onglet Finance
Et là, je retrouve des choses similaires. Alors, il y a beaucoup de données qu'on n'a pas encore présentées. La capitalisation de l'entreprise, ça, vous savez désormais de quoi il s'agit. C'est tout simplement le volume d'actions disponible, enfin, en lequel est divisée l'entreprise, multiplié tout simplement par le cours actuel, ou en tout cas un cours de référence de l'année, puisque là, on représente ça de façon fixe, comme une photo, encore une fois. Et puis on va retrouver les éléments par exemple du compte de résultat ici au niveau chiffre d'affaires, EBITDA. Alors le EBITDA c'est un équivalent en fait anglo-saxon du résultat brut d'exploitation, mais vous allez retrouver le résultat d'exploitation, le résultat avant impôt, le résultat net, etc., etc. Ce que je vous invite à faire, c'est évidemment désormais de parcourir toutes ces pages avec les connaissances acquises et puis ensuite de passer sur le prochain épisode où on va attaquer la présentation des ratios. J'espère encore une fois avoir fait une présentation la plus complète possible pour le temps qui est mis à disposition. Et puis je vous retrouve donc pour l'épisode 5. Si c'est pour vous dans très peu de temps, puisque vous enchaînez les épisodes, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à prendre une pause et à revenir plus tard. En tout cas, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao!